Bonjour à tous. Cette présentation résume les étapes du processus d'évaluation d'impact et la manière dont les débits environnementaux sont pris en compte dans l'évaluation des incidences environnementales et sociales. Une évaluation des incidences environnementales et sociales est requise dans la plupart des pays lorsqu'un projet peut affecter les cours d'eau, l'habitat des poissons ou l'écosystème aquatique. Nous décrirons les étapes du processus d'évaluation des impacts et examinerons 3 exemples de la manière dont les IFLO sont pris en compte dans les rapports d'études sur les impacts environnementaux et sociaux. Le processus d'évaluation d'impact comporte des étapes de base qui s'appliquent partout dans le monde. L'évaluation d'impact vise à préserver l'intégrité des écosystèmes et à contribuer à rendre le développement durable. Un rapport d'évaluation des incidences environnementales et sociales fournit à toutes les parties prenantes des informations leur permettant de décider si un projet est acceptable lorsqu'elles examinent les compromis entre les impacts et les avantages. L'évaluation intègre l'environnement et la société dans les décisions de développement en allant au-delà de la faisabilité technique ou économique d'un projet. Le diagramme que je vais présenter montre les étapes du processus d'évaluation d'impact ou d'incidence. Il s'agit d'un processus itératif, car l'évaluation peut devoir être ajustée à mesure que les nouvelles informations sont générées. Il commence par la sélection, la décision de savoir si une évaluation est nécessaire et quel type ou niveau de détail elle aura. La plupart des pays disposent des lois et des réglementations environnementales qui précisent le type d'étude d'impact environnemental requis en fonction du type et de la taille du projet ou de la gravité des impacts attendus. Pour les petits projets dont on sait qu'ils n'ont pas d'impact significatif, les évaluations peuvent être basées sur une liste de contrôle et comporter des mesures d'atténuation prédéfinies. Pour les projets plus importants, les évaluations seront exhaustives et devront être réalisées par une équipe multidisciplinaire. Lors de la phase de scoping, les thèmes de référence de l'évaluation sont préparés qui indiquent les aspects minimums ou les impacts potentiels que l'évaluation doit couvrir. Cette étape comprend l'identification des parties prenantes et une première identification des impacts à analyser. Une activité importante de cette étape consiste à définir les limites spatiales et temporelles de l'évaluation. Souvent, des alternatives pour le projet sont incluses, par exemple des emplacements ou des technologies alternatives. L'analyse d'impact dans laquelle les différentes études sont menées pour déterminer comment les travaux et les activités du projet affecteront négativement ou positivement les composantes environnementales et économiques. Ces informations sont intégrées pour déterminer l'importance des impacts en fonction des critères tels que la fréquence, l'étendue géographique, l'ampleur et la durée. Des mesures d'atténuation doivent être identifiées pour chacun des impacts significatifs. Ensuite, il faut déterminer comment l'importance change lorsque les mesures d'atténuation sont appliquées. Si l'atténuation n'empêche pas l'impact de se produire et ne fait que réduire en termes d'ampleur et de portée ou selon tout autre critère, l'impact qui en résulte est appelé effet résiduel. Les mêmes critères doivent être appliqués à l'effet résiduel pour déterminer son importance. D'autres mesures d'atténuation peuvent être envisagées pour éviter l'impact ou le réduire ou y remédier. Le rapport comprendra des informations sur le projet, la manière dont l'évaluation a été effectuée et les résultats de l'analyse. Il contiendra également un plan de gestion environnementale et sociale qui résumera les impacts, les mesures d'atténuation, l'importance des effets résiduels et précisera qui est responsable de la mise en œuvre et du suivi
des mesures d'atténuation. Au cours de la révision, si le rapport ne couvre pas certaines préoccupations ou certains impacts, il sera renvoyé au promoteur afin de corriger les éventuelles lacunes. L'examinateur juge quand le rapport est complet. La décision d'approuver ou non le projet peut être prise par l'autorité uniquement. Elle peut envisager une consultation publique ou peut impliquer des commissions avec les parties prenantes et les autorités selon ce que la réglementation précise. Le suivi est la dernière étape si le projet est approuvé, mais il doit se poursuivre pendant la durée de vie du projet, car des mesures d'atténuation doivent être prises pour la construction, l'exploitation et le cas échéant, la fin de vie du projet. Les étoiles en jaune indiquent que des étapes peuvent être franchies avec la participation des parties prenantes. Les communautés potentiellement affectées devraient être impliquées tout au long du processus. Lors du cadrage, elles peuvent faire des commentaires sur le cahier des charges et exprimer leurs préoccupations concernant le projet. Au cours de l'analyse, elles peuvent fournir des informations sans savoir comment elles seront affectées. Elles ont, au cours de l'étape de l'examen, la possibilité de commenter les résultats de l'évaluation et indiquer si elles soutiennent ou s'opposent au projet, par exemple lors de l'audition publique. Si le projet est approuvé, les parties prenantes peuvent participer au suivi et à l'évaluation des mesures d'atténuation. Comme il a été mentionné dans la diapositive précédente, il est très important de définir les limites spatiales et temporelles appropriées pour l'évaluation. Les limites temporelles peuvent inclure le passé pour savoir quelles sont les activités qui se sont produites auparavant et qui pourraient interagir avec le projet et augmenter les effets négatifs ou positifs du projet. Il est également important de considérer une période plus longue que la durée de vie prévue du projet afin de savoir quelles activités futures et prévisibles seront mises en œuvre dans la zone d'étude et comment ces impacts pourraient interagir avec ceux du projet pour générer des effets cumulatifs. En outre, une fois que le projet atteint la fin de sa vie productive, le rapport doit établir les lignes directrices pour le démantèlement des infrastructures et la restauration des terres. Les limites spatiales doivent tenir compte d'une zone plus étendue que celle que couvrira l'empreinte du projet. Elles doivent tenir compte de la zone d'influence directe et indirecte du projet et, le cas échéant, des effets transfrontaliers. Ces effets sont ceux qui résulteront directement ou indirectement du projet, mais qui se produiront dans d'autres juridictions, par exemple dans une autre province ou un autre bassin ou un autre pays. Les projets qui affectent les systèmes fluviaux peuvent avoir des effets transfrontaliers. Il est important de tenir compte du fait que l'évaluation peut devoir prendre en considération plusieurs frontières, car les différentes composantes sociales et environnementales ont des besoins différents en matière d'habitat et de ressources. Par exemple, différentes espèces utilisent différentes parties de l'environnement ou différents types de végétation. Différents groupes de personnes peuvent utiliser différentes ressources et en partager d'autres. La définition des limites spatiales est la base pour identifier les parties prenantes du projet. Dans un rapport d'étude d'impact environnemental et social, les débits environnementaux sont évalués dans le cadre du changement qu'un projet peut avoir sur l'hydrologie de la région étudiée. L'évaluation doit d'abord examiner comment le projet modifiera les régimes hydrologiques et sédimentaires. Cela permettra de déterminer comment ces changements pourraient affecter les organismes vivants qui dépendent directement ou indirectement des débits, ainsi que les éléments non vivants
telles que les caractéristiques géologiques ou paysagères liées à l'eau. Les flux sont essentiels pour les poissons, mais aussi pour les organismes terrestres. Un outil permettant d'attirer davantage l'attention sur l'importance des débits environnementaux est l'évaluation des services écosystémiques. Cette évaluation peut faire partir de l'EIE et se concentrer sur les services fournis par les débits environnementaux et sur la dépendance des personnes à l'égard de ces services. Les changements de débit seront liés au changement dans l'offre ou la demande de services et dans l'accès à ces services. Dans les cours précédents, vous avez appris les méthodes pour évaluer les débits environnementaux. Ces méthodes peuvent être utilisées dans l'évaluation d'impact, mais en pratique, leur utilisation peut être limitée par les exigences réglementaires, la disponibilité des données, les contraintes budgétaires, le temps disponible pour évaluer les débits environnementaux et les délais administratifs fixés pour l'étude d'impact environnemental. Ackerman et Dzubar en 2004 précisent que certaines méthodes sont basées sur des objectifs, ce qui signifie qu'une première étape consiste pour les parties prenantes à se mettre d'accord sur des objectifs qui expriment l'état souhaité d'une rivière en tenant compte des aspects écologiques, économiques et sociaux. Par exemple, le guide de l'Union européenne pour les débits environnementaux indique qu'un bon état des écosystèmes doit être fourni pour les différents systèmes fluviaux européens. Les objectifs peuvent refléter les conditions nécessaires pour soutenir des utilisations spécifiques, par exemple le maintien des plaines d'inondation pour l'agriculture de décrue ou la garantie de rapide pour les activités de loisirs. L'évaluation économique peut aider à évaluer les compromis à faire pour modifier les systèmes fluviaux. Caroline et ses collaborateurs ont utilisé une approche de modélisation éco-hydraulique pour évaluer les systèmes d'hydroélectricité au fil de l'eau sur le cours supérieur de la Nosse en Italie du Nord. Une de leurs conclusions est que les gains économiques de la production d'électricité est similaire à la perte de revenus touristiques qui résulte de la diminution de l'attrait du système fluviaux pour le rafting, qui est une activité de loisir. Ackerman et Dzubar, en 2004, classent les méthodes d'évaluation des débits environnementaux en deux grandes catégories. Les méthodes de débit environnemental comprennent les tableaux de référence, l'analyse de bureau, l'analyse fonctionnelle et la modélisation de l'habitat hydraulique. Ils considèrent les approches holistiques comme une autre catégorie. Pour plus d'informations sur la classification des méthodes, lire les références dans les lectures complémentaires. Arrêtez la présentation pour lire le tableau de cette diapositive et de la suivante et vérifiez les notes de référence de lecture. Les tableaux de recherche contiennent des indices définis sur le plan hydrologique. On suppose que les indices doivent être basés sur une analyse statistique des régimes d'écoulement naturels, mais ils peuvent parfois être basés sur des observations générales. Les indices basés sur des pourcentages variables de débit médian mensuel seront préférés à ceux qui utilisent des débits moyens annuels. Ces méthodes sont difficiles à utiliser, mais n'ont pas de pertinence écologique et leurs valeurs ne peuvent être transférées facilement à d'autres régions. Les études de bureau reposent sur l'analyse des données existantes. Certaines méthodes sont basées uniquement sur des données hydrologiques, d'autres combinent des données hydrologiques et écologiques. Les indicateurs d'altération hydrologique, IHA, sont à la base de plusieurs méthodes documentaires. Les méthodes qui utilisent des données écologiques estiment les relations statistiques entre les variables indépendantes liées au débit et les variables dépendantes liées aux éléments biotiques. Les principales limites
de ces méthodes sont la rareté des informations et la difficulté de dériver des indices biotiques qui ne répondent pas au débit. Les méthodes d'analyse fonctionnelle reposent sur la compréhension des liens fonctionnels entre l'écologie et l'hydrologie des systèmes fluviaux. Ces méthodes intègrent l'analyse hydrologique, les informations hydrauliques et les données biologiques. Elles s'appuient souvent sur des équipes d'experts de diverses disciplines qui portent un jugement sur les conséquences que les variations de la quantité et du mouvement des débits peuvent avoir sur les écosystèmes ou les espèces. La modélisation de l'habitat physique et les méthodes d'adéquation des habitats mettent en relation les conditions physiques des rivières telles que la profondeur de l'eau, la vitesse d'écoulement et le périmètre mouillé, zone du lit de la rivière qui est submergée, avec les besoins en matière d'habitat d'espèces spécifiques tels que la nourriture, l'abri, les sites de nidification ou de frais, etc., au cours de leur cycle de vie afin de définir des relations fonctionnelles qui peuvent être utilisées pour analyser les scénarios de débit de rivière. Les méthodes holistiques visent à évaluer des écosystèmes entiers, y compris les espèces sensibles au changement de débit et les caractéristiques des régimes hydrologiques tels que les inondations, les sécheresses et la qualité de l'eau. Elles visent également à inclure les besoins humains. Déterminer l'importance des impacts est une activité clé du processus d'évaluation. Dans le cas des débits environnementaux, les valeurs politiques et sociales qui guident la définition des conditions souhaitées pour les systèmes fluviaux et les écosystèmes influenceront les décisions sur l'importance de la modification des régimes de débit. De préférence, l'importance doit être basée sur les valeurs sociales et les aspects techniques, y compris les caractéristiques hydrologiques et hydrauliques et écologiques, les indicateurs biologiques et les données de surveillance pour les indicateurs sensibles aux altérations hydrologiques qui indiqueront l'étendue des impacts sur les communautés biologiques et humaines. Cela devra se traduire par la capacité à atteindre les conditions souhaitées pour les rivières, c'est-à-dire un bon état écologique, ou l'effet de ces changements sur d'autres utilisations et sur les moyens de subsistance des populations. Par exemple, l'augmentation de la vulnérabilité des communautés aux catastrophes ou les impacts sur les moyens de subsistance des populations qui dépendent des services des écosystèmes. Lorsque les données sont insuffisantes pour étayer l'évaluation ou que la réglementation est très restrictive, le seuil d'importance peut être réduit à une seule valeur spécifiée dans la réglementation, comme le maintien d'un débit équivalent à 10% ou le ruissellement moyen annuel. L'application de la hiérarchie de l'atténuation est plus un processus politique que technique. L'évaluation des débits environnementaux, en particulier lorsqu'elle est liée à des changements dans les services écosystémiques, fournit des informations que les parties prenantes peuvent utiliser pour négocier les moyens d'atteindre l'état souhaité d'un système fluvial ou pour décider d'une compensation appropriée pour les pertes. Les meilleures pratiques en matière d'évaluation d'impact indiquent que la priorité doit être donnée à la prévention des impacts. Des impacts négatifs. Éviter les impacts implique de prévenir les dommages causés par l'homme et la perte irremplaçable de la biodiversité et des services écosystémiques connexes. Lorsque cela n'est pas possible, il faut chercher à réduire les impacts. Lorsque cela n'est pas possible, à réparer les dommages et seulement s'il n'y a pas d'autre moyen à compenser l'impact. Il n'y a pas de compensation lorsque le dédommagement a lieu à un autre endroit et non là où l'impact s'est produit. L'indemnisation et la compensation sont le dernier recours à adopter. Il est également possible d'inclure des mesures visant à augmenter les prestations
ce que l'on appelle une amélioration. Bien que l'objectif soit d'éviter les impacts, les politiques et la réglementation établissent des exceptions, souvent en défendant des intérêts nationaux. Chaque rapport d'étude d'impact environnemental et social doit inclure un plan de gestion des impacts environnementaux et sociaux. Ce plan résume les résultats de l'évaluation. Parce qu'il précise les mesures d'atténuation nécessaires pour gérer les impacts, c'est un outil de responsabilisation, car les autorités doivent vérifier que le promoteur applique les mesures d'atténuation pendant la construction et l'exploitation du projet. La structure et les éléments minimums d'un plan de gestion sont définis dans des règlements ou d'autres orientations, par exemple les normes fixées par les banques internationales. Généralement, les plans sont résumés dans des tableaux qui précisent les mesures d'atténuation des différents impacts et les entités responsables de leur mise en œuvre. Les organisations donatrices telles que la Société financière internationale et la Banque asiatique de développement ont des normes ou des garanties précises qui comprennent la description détaillée des composantes environnementales et sociales affectées, des impacts prévus, des atténuations pour chaque impact, les rôles et responsabilités pour la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les procédures et calendriers de suivi et de rapport, les coûts et les sources de financement pour la mise en œuvre du plan, les indicateurs de performance pour évaluer la mise en œuvre. Pour les grands projets, il peut y avoir différents plans pour les aspects environnementaux et socio-économiques. Si le projet implique la relocalisation des communautés, il doit également y avoir un plan de relocalisation qui doit avoir été approuvé par les communautés touchées, le promoteur du projet et les autorités. Nous sommes maintenant à la fin de la première partie de ce cours et les messages à retenir peuvent être formulés en 4 points. L'évaluation d'impact est un outil permettant d'analyser les changements que les projets de développement peuvent avoir sur les régimes d'écoulement et les services écosystémiques et la biodiversité qui y sont associés. L'évaluation d'impact intègre différentes méthodes hydrologiques, écologiques et holistiques pour évaluer les débits environnementaux. Toutefois, dans la pratique, l'évaluation des débits environnementaux peut être limitée par les budgets, la disponibilité des données et les délais fixés pour les processus d'études d'impact environnemental et social. Il est important de prendre en compte les effets cumulés de multiples activités sur les débits environnementaux, la biodiversité et les services écosystémiques. Le plan de gestion environnementale est un outil essentiel pour mettre en œuvre des mesures d'atténuation lorsque des projets peuvent affecter les régimes de débit. En attribuant les responsabilités et en fixant les indicateurs de performance, ces plans deviennent des outils de responsabilisation. Merci. Nous concluons ainsi la première partie de cette présentation. Dans la deuxième partie, nous passerons en revue 3 exemples de la manière dont les IFLO ont été pris en compte dans l'analyse d'impact environnemental et social.